Bonjour Cécile. Bonjour. Vous êtes géochimiste, donc géologue de la pire espèce. Non, je plaisante. Vous êtes directrice du laboratoire Géo-Hydrosystèmes continentaux, Gémo. Ouais. Oui, c'est bon. Parfait. C'est Alors pour exactement ça. commencer, est-ce que vous pourriez me parler de la pollution? Qu'est-ce que c'est une pollution quand on est géologue? Ah voilà, c'est vraiment la question parce que du coup, nous, on va s'occuper de regarder les substances dans le milieu naturel, mais il y en a d'autres qui pourraient regarder des organismes, des rayonnements, donc tout ça, ça fait partie de pollution. Et moi, je voudrais qu'on fasse la différence entre contamination et pollution, en fait, parce que contamination, c'est, dans notre cas, on va regarder une substance dont la concentration va augmenter, en tout cas, elle est plus forte qu'à un niveau naturel, ou alors elle n'existait pas avant et elle va exister, et on va regarder comment évolue cette concentration dans le milieu, et ça, on va parler de contamination à partir d'un moment où ça dépasse un niveau que l'on a décidé auquel on doit se référencer. Et pollution, ça va être la même chose. On va regarder l'évolution de ces concentrations, mais en plus, on va voir les conséquences sur le milieu, le fonctionnement. Et par exemple, ça peut être... on va parler de pollution quand on va dire la ressource n'est plus utilisable dans... Par exemple, l'eau ne sera plus utilisable dans certains cas. Un sol ne sera plus exploitable en contexte agricole, des choses comme ça. Donc, contamination, on va regarder dans le temps l'évolution de ces concentrations. Pollution, il y a aussi les conséquences sur le milieu. Donc, voilà, c'est ça une pollution, c'est ça une contamination, quoi. D'accord, très bien. Et alors, vous travaillez un peu partout dans le monde, si j'ai bien cru comprendre? Alors oui, au laboratoire, on travaille à la fois sur les grands bassins métropolitains et à l'étranger. Donc, on a eu des projets en collaboration avec des scientifiques chinois, thaïlandais, aujourd'hui laotiens, et puis en Inde. Ça fait 8 ans que le laboratoire travaille sur l'état du Tamil Nadu, dans les fleuves et les rivières du Tamil Nadu. D'accord. Et pour ça, je crois que nous avons un petit film explicatif. Donc, si vous voulez bien, Magnéto, c'est parti. Au GECO, on étudie les impacts sur les milieux aquatiques au cours du temps, et ceci grâce à des carottes sédimentaires. Par exemple, on peut étudier l'évolution des concentrations de polluants ou des traces de végétaux au cours du temps, ou encore des éléments radioactifs issus des accidents et des essais nucléaires. On extrait du fond du lac une colonne de sédiments. Donc les dépôts les plus anciens sont à la base de la carotte, et plus on remonte dans la carotte, plus les dépôts sont récents. Ensuite, une fois que la carotte est échantillonnée, on la découpe en deux, on l'analyse visuellement pour des paramètres sédimentaires et on échantillonne, c'est-à-dire qu'on fait des tranches les unes après les autres pour envoyer à l'analyse. On étudie donc la composition chimique, la composition minéralogique et la taille des grains. Ces prélèvements sédimentaires ont été faits dans la Loire, et nous avons également des programmes de recherche à l'international, comme par exemple à Pondichéry au sud-est de l'Inde. Pondichéry est un ancien comptoir français. L'expansion de la ville s'est faite depuis l'indépendance sans planification urbaine mise en place par les pouvoirs publics. On observe des zones de franges urbaines où l'habitat se développe sans que les infrastructures nécessaires à la distribution d'eau potable, la gestion des déchets et des eaux usées suivent la croissance de la population. En appliquant la même méthodologie, l'objectif de ce programme est de mettre en regard la contamination du milieu avec l'évolution urbaine. Nous avons donc prélevé des carottes sédimentaires pour quantifier l'évolution temporelle de la teneur en argent, en mercure par exemple, et ceci en plusieurs endroits de Pondichéry. La contamination des eaux est souvent associée à des déchets flottants dans les rivières. Il s'agit ici de pollution visible qui peut avoir des conséquences sur la santé publique. Nos prélèvements ont permis de montrer qu'il y avait aussi en parallèle une pollution invisible avec de très fortes concentrations en métaux et composés organiques qui peuvent entraîner des dégâts environnementaux considérables.
Cet état de contamination a pour caractéristique de persister pendant des décennies. Et comme cette pollution n'est pas visible, il est plus difficile de mobiliser des politiques de restauration de l'environnement. La diffusion de nos résultats sert à sensibiliser les acteurs locaux aux enjeux de la qualité des eaux. Voilà, un bien beau film. Merci. Donc Cécile, merci de nous avoir expliqué un peu ce que vous faisiez en Inde. J'ai pas pu m'empêcher de voir qu'il y a des carottes quand même. Il y a un truc qui n'est pas dit, parce que j'ai pu faire un petit stage en sédimentologie, en travaillant sur des carottes sédimentaires. Et il y a quand même un truc qui est caractéristique, c'est quand tu les ouvres, ça pue la mort, il faut bien le dire. Ah oui, oui, oui. On sait au laboratoire quand on ramène nos échantillons parce que ça empeste partout et nos collaborateurs, techniciens, ingénieurs, nous en veulent assez ces jours-là, spécifiquement. Mais c'est terrible parce qu'en plus, quand on peut les garder de côté dans une carothèque et après on les ressort, mais on doit les garder dans leur jus pour garder la structure du sédiment. Donc forcément, quand on l'ouvre, on sait que ça va puer. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Et c'est d'autant plus, cette odeur est envenimée quand on les fait sécher. Parce que c'est un mélange, en fait. Nous, on travaille dans un contexte urbain. Et donc, c'est un mélange d'eau usée et de sédiments. Donc, ce contexte spécifiquement urbain fait que les sédiments sentent pas très bon. Mais par contre, si on va sur la rivière, quand on pêche ou quoi, c'est pas du tout le même contexte. Hein, on est d'accord. Ça sent pas toujours mauvais. Ah d'accord, je suis mal tombée alors. Oui. Mais des carottes prélevées en pleine mer, par exemple, oui. Ça va pour le coup non, alors, c'est surtout quand il n'y a plus d'oxygène, en fait, on a cette dégradation de la matière organique qui fait qu'on a des gaz qui sont très odorants. D'accord. Voilà. C'est pour ça que ça sent mauvais. En fait. Un bien beau métier. Moi, oui. Moi, je trouve, je voudrais pas changer pour rien au monde. Bah oui, c'est hyper intéressant en même temps. Ouais. On y reviendra tout à l'heure. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser dans le chat. Si vous avez des remarques aussi ou des déclarations à faire, n'hésitez pas. Merci à tous. Cette émission est illustrée en direct, je le rappelle, par Pierre Gibert qui nous regarde. Voilà, donc n'hésitez pas aussi vous, si vous êtes des enfants, des adultes, des adolescents, des parents, des grands-parents, des animaux particulièrement doués en dessin, pourquoi pas. Je sais qu'il y a un éléphant qui sait peindre. N'hésitez pas aussi à partager vos créations si ça vous inspire sur les réseaux sociaux avec le hashtag FDS2020 et en taguant l'Université de Tours. Nous nous ferons un plaisir de partager vos dessins en fin d'émission. Donc revenons à notre débat, Cécile, pardon, cette petite parenthèse. Il y a un autre truc qu'on a vu dans la vidéo qui m'intrigue beaucoup, c'est cette espèce d'outil que vous utilisez pour prélever au bout d'une longue tige. C'est quoi ça ? C'est un type de carottier. Il y en a plusieurs formes et celui-là, il était très utile parce que on voit la carotte de suite quand on l'ouvre en fait. Donc on peut échantillonner jusqu'à 50 cm de sédiments à plusieurs profondeurs et on sait tout de suite si l'échantillon, la carotte qu'on est en train de prélever va être exploitable d'un point de vue scientifique ou s'il faut qu'on recommence, c'est parce qu'on a mal choisi notre endroit ou qu'on n'a pas eu de chance. Donc ça, c'est très intéressant. Et ça a l'avantage aussi de pouvoir être emmené avec nous dans nos bagages par avion. D'accord, ça passe les contrôles. Ouais. Après, on le déclare et on explique. Et voilà, mais... Très bien, c'est magique. Il y a Mince, j'ai oublié ma question, elle était hyper intéressante. Oui, comment ça se passe sur le terrain pour mettre en place une campagne de... Est-ce que vous rencontrez des difficultés particulières sur le terrain Décidément, alors, de façon générale, on travaille en France et à l'étranger de la même façon. C'est-à-dire qu'on va d'abord travailler sur des cartes, on va repérer les zones potentielles de stockage de ces particules fines et puis aussi l'environnement, la géomorphologie, mais aussi l'économie du milieu, tout ça. Et la difficulté quand on est à l'étranger, alors on travaille toujours avec des collaborateurs en collaboration avec des universitaires ou d'autres organismes, mais il y a toujours des inconnus par rapport au terrain, comment y aller, est-ce qu'on va retrouver ce qu'on a vu sur la carte. Donc il y a beaucoup d'inconnus. Et du coup, il y a toujours des jolies surprises avec des rencontres de personnes qui vont nous aider. Moi, je me rappelle d'un moment où il faisait très chaud, on était au milieu puis on ne trouvait pas, et on parle avec une dame, elle nous invite à boire un thé.
c'est aussi ça le challenge, c'est on a toujours des difficultés, des choses auxquelles on n'avait pas pensé, et on a toujours des aides en fait. Moi je les appelle les anges gardiens, mais c'est trop bien. C'est super. Ouais. Et du coup, vous faites des prélèvements dans des endroits relativement urbanisés, j'imagine, si vous cherchez les pollutions. Comment vous regardent les gens dans la rue qui vous voient en train de carotter dans la rivière? Oui, on passe beaucoup pour des extraterrestres. D'échantillonner dans les caniveaux, c'est pas quelque chose, voilà. Donc, après, il y a beaucoup de curiosité aussi, que ce soit en France ou dans d'autres pays. Et du coup, les gens viennent naturellement nous poser des questions. Pourquoi on fait ça? Souvent, c'est lié à ce qu'ils voient. Donc, la pollution visible, hein, ce qu'on voyait sur les photos, là, c'est est-ce qu'un jour, on aura une vraie rivière toute propre, rivière Image d'Épinal. Oui. Donc, c'est souvent en lien avec ce qu'on voit. Et du coup, on essaye d'expliquer aussi que ce qu'il y a dans les sédiments peuvent impacter une économie, un coût environnemental, une réserve piscicole, enfin des ressources piscicoles, des choses comme ça. Ressources en eau, évidemment. Donc c'est extrêmement intéressant de s'intéresser aux sédiments. Et alors pourquoi en particulier les sédiments? Pourquoi les sédiments? En fait, ces contaminants, souvent ils sont très hydrophobes. C'est-à-dire qu'il y a une partie qui va rester dans l'eau, mais une grande majorité, notamment les contaminants organiques, sont très hydrophobes, donc ils vont s'accumuler dans le sédiment en fait. Et une fois qu'ils sont piégés, il faut un certain temps ou des décennies avant qu'ils puissent être relargués. Et parfois, ils ne sont même pas relargués. Donc en fait, on a comme un enregistrement de toutes ces sources de contamination au cours du temps. Et donc ça, c'est intéressant. Et puis ensuite, il peut y avoir aussi des enjeux actuels, c'est-à-dire une masse de sédiments importante fait qu'un tirant d'eau peut être diminué, donc ça va poser des problèmes pour la navigation. Donc il faut savoir ce qu'on va faire de ces sédiments. Et pour les gérer, il faut aussi connaître leur qualité. Donc c'est intéressant en rétrospective pour savoir ce qui s'est passé, pour ensuite gérer dans la prospective, et puis à un instant donné aussi des questions environnementales, comment on gère des sédiments dans un barrage, dans un chenal, dans une zone portuaire. Je ne sais pas si dans un port, ils vont draguer en fait les boues portuaires et ils vont les remettre en mer. Ça s'appelle le clapage du sédiment. D'accord. Et pour ça, il faut connaître sa qualité, parce qu'il y a des normes, et donc du coup, on peut les mettre à certains endroits en zone côtière que s'ils respectent ces normes. Sinon, il faut les gérer. Donc tout ça fait que on s'intéresse toujours aux sédiments, en fait. Voilà. Très bien. Et quel genre de polluants vous cherchez dans ces sédiments-là? Enfin, tu cherches, du coup. Au laboratoire, on travaille essentiellement sur les éléments traces. Donc, ça peut être l'arsenic, le plomb, le zinc, le cadmium, tout ça, tous ces mots bizarres peut-être. Cette joyeuseté. Ouais, tout le tableau de Mendeleïev. Et puis, en collaboration, on travaille aussi sur les polluants organiques, donc les hydrocarbures aromatiques, les PCB, les résidus médicamenteux, tout ce qui peut potentiellement impacter le milieu naturel. Il y a des médicaments qu'on retrouve dans les sédiments? Oui. Ils viennent d'où? Parce que les populations se soignent, donc font pipi, et donc ça revient à l'illustration de Pierre tout à l'heure, et ça repasse par les stations d'épuration. Ces résidus médicamenteux ou les molécules filles liées à la dégradation de ces médicaments ne sont pas forcément traités, parce que les systèmes ne sont pas encore tout à fait en adéquation avec ça, et donc on retrouve des tas de molécules, notamment, alors ça c'est pas des médicaments, mais on retrouve la caféine dans les sédiments. D'accord. Parce que on est les consommateurs de café. Et... Ok, donc les poissons sont drogués au café comme nous en fait. Oui, en tout cas, on en retrouve dans le milieu naturel. Ça et toutes les molécules quand on... Ouais. Ok, donc quand l'eau ressort des stations d'épuration, il y a des choses qui ne sont pas traitées quand même, dont les médicaments. Malheureusement, il y a des choses qui vont passer. D'accord. Voilà, et puis après, il y a tout... Bon, ça, c'était pour le chemin principal des médicaments, mais sinon, il y a tout le ruissellement, des chaussées aussi pour les éléments traces, les fumées, et puis les rejets.
ponctuels, diffus dans le milieu naturel, quoi. Ok. Et ces polluants que vous trouvez dans les carottes sédimentaires, est-ce que vous savez depuis combien de temps ils sont là? Alors, oui, c'est tout l'intérêt de la carotte, en fait, c'est qu'on peut remonter dans le temps. Donc, on va calibrer, en fait, la profondeur avec une période, un âge, avec des critères sédimentologiques, chimiques, et on va dater. Alors, nous, on travaille sur les 100-150 dernières années pour voir l'impact des activités anthropiques. Et donc, on ne va pas utiliser le carbone 14 comme peut-être ça nous vient à l'idée. On va utiliser, par exemple, des marqueurs temporels liés à des accidents nucléaires, comme Tchernobyl. On va utiliser le césium-137, où on sait que c'est à cette date-là, c'est 1986. Et donc, on va repérer un pic de cet élément radioactif dans la carotte. Et on va savoir qu'à cette profondeur-là, ça correspond à cette période-là. D'accord. Et ensuite, on analyse les différents niveaux et on a une chronologie de cette contamination qui est conservée. D'accord, donc on trouve des restes de Tchernobyl dans les sédiments partout dans le monde? Non, pas partout dans le monde. Pas partout, d'accord. Ça dépend des vents au moment de l'accident, des pluies, parce qu'il a fallu que ça retombe. Et par exemple, en Asie, on n'a pas ce signal-là, mais on peut possiblement en avoir un autre avec Fukushima. Voilà. Donc ça dépend des endroits où on se trouve. Même à l'échelle de la France, le signal n'est pas aussi homogène. C'est vraiment pas cheap. D'accord, ça marche. Et est-ce que tous les polluants restent aussi longtemps dans les sédiments? Alors, déjà, il y a la chronologie. Je respire parce que je me dis, alors, comment je vais expliquer ça? La chronologie des contaminants n'est pas la même parce que il y a eu des utilisations différentes avec un maximum d'utilisation qui se fait à différentes périodes. Là, par exemple, pour les éléments traces, on va avoir un grand boom après la Seconde Guerre mondiale dans tous les bassins métropolitains français. Donc, on va avoir une grande augmentation. Puis, à partir des années 80, où il y a une conscience environnementale, des lois, des contraintes pour tous les rejets potentiels, eh bien, on va avoir une lente décroissance. Donc, ça, c'est la résilience des milieux naturels. Naturellement, ça se régule tout seul? En fait, si on coupe les sources, possiblement, par effet de dilution, on va en avoir de moins en moins. Mais par contre, je pense au PCB par exemple, l'utilisation peut être un peu décalée, plutôt dans les années 60 et tout ça, et donc on va avoir un maximum qui va être décalé dans le temps, et puis une résilience qui va peut-être être qui va prendre plus de temps parce que les contaminants sont plus hydrophobes, donc ils se dégradent moins, et donc on va avoir des niveaux un peu plus élevés pendant plus longtemps. D'accord. Voilà. Donc la question c'était... Est-ce que tous les polluants restent aussi longtemps dans le... Non. Du coup, on a des effets de dégradation, de dilution, donc des choses... Et puis l'historique des apports, en fait, qui n'est pas le même. Donc des activités anthropiques. Donc non, ça dépend de chaque famille, de chaque grande famille. D'accord. On a une question dans le chat. Qu'est-ce que vous faites après de ces carottes, j'imagine? Est-ce que vous les détruisez? Est-ce que vous les stockez? Alors, aujourd'hui, on les stocke. Donc, on a une carothèque et puis une sédimentothèque. À l'échelle nationale, c'est pareil. On essaye aussi de collaborer parce qu'aujourd'hui, on a des thématiques qui existent et puis demain, on aura d'autres questions. Et des fois, c'est une richesse que ces sédiments. Donc, souvent, on les stocke. Quand ils sont peu contaminés, on peut aussi les mettre en déchets, en tant que déchets, mais on fait attention justement au degré de contamination qu'ont nos échantillons. Donc la plupart du temps, on les stocke. D'accord. Au laboratoire. Ok, ça me paraît assez impressionnant, ça, ces carothèques. C'est des bibliothèques de morceaux de cailloux, quoi. Oui, c'est ça. C'est grandiose. C'est ça. Et on a... Qui pue. Non, parce que quand ils sont secs, je voudrais que ce soit pas le message. Quand ils sont secs, ça sent plus du tout. Non, c'est des cailloux normaux. C'est même pas des cailloux, en fait, parce que c'est des cailloux en poudre.
On les a tamisés, on les a triés, voilà. Ah, vous gardez les morceaux de sédiments que vous tirez des carottes? Ah oui, oui, en fait, chaque tranche est séchée, Ah, broyée d'accord. possiblement, tamisée, traitée. Donc, on va garder cet échantillon-là. Et D'accord. si on doit garder la carotte, on va la garder. Alors, il y en a certains qui vont les garder dans un congélateur Mhm. parce que les contaminants, par exemple l'ADN, se conservent mieux. Donc, elles sont congelées. Nous, on les garde dans une chambre froide. Voilà. Puis c'est souvent le bazar et il n'y a jamais assez de place en plus. Oui, Donc, ça, voilà. c'est le grand drame. Mm. Tu m'as dit quand on préparait ce débat que tu travaillais aussi sur les polluants émergents. Oui. Alors, Qu'est-ce que c'est que ça? les polluants émergents, c'est des molécules dont on connaît encore très peu de choses. On ne connaît pas vraiment leur comportement, c'est-à-dire on ne connaît pas justement s'ils se dégradent, s'ils vont rester vraiment très stables dans le sédiment. Et puis, on ne connaît pas trop leurs sources et on ne connaît pas leur devenir et puis leur impact potentiel en termes d'écotoxicologie pour le milieu. Et ça, c'est intéressant parce que y a beaucoup de choses à faire en fait. La connaissance est toujours en marche, mais donc en ce moment, là, on va travailler sur les micros et les macroplastiques. Mhm. Donc ça, c'est un exemple type, mais ça peut être aussi un résidu médicamenteux donc voilà, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, on les stocke parce que demain, il y aura une autre thématique qu'on n'aura pas abordée et on peut reprendre en fait. On peut reprendre quand ce contaminant émergent se conserve le mieux possible. On peut reprendre nos échantillons d'il y a 10 ans ou de la veille, quoi. D'accord, c'est super. Mm. Est-ce qu'il y a différents types de pollution, vu que tu as échantillonné un peu à plein d'endroits dans le monde? Est-ce que tu as remarqué des tendances différentes ou c'est un peu partout pareil? Non, il y a quand même beaucoup de... Enfin, c'est un peu spécifique des usages et des activités humaines de chaque bassin versant. Pour la petite histoire, quand on est arrivé en Inde, on a fait les polluants caractéristiques de ce qu'on étudiait en France. Et puis, le résultat, ça a été un titre d'article qui dit où est-ce que la pollution est partie? Parce que on ne retrouvait pas les mêmes contaminants organiques. Donc maintenant, on travaille en faisant des screenings non ciblés pour s'assurer qu'on va tomber sur la molécule qui existe. Ça dépend de comment les gens soignent, des activités industrielles. Et puis après, bien sûr, il y en a qui sont un peu ubiquistes, ils existent un peu partout. Et ça, c'est des traceurs qu'on cherche à identifier en termes de développement urbain. Voilà. Donc, il y a les deux scénarios. Des fois, on doit y aller à l'aveugle et il y en a d'autres qu'on sait qui vont tracer une activité bien spécifique. Ça doit être difficile à chaque fois de devoir tout réinventer. Enfin, pas tout, mais pas tout. Les outils sont de plus en plus performants. Je crois qu'on sait de plus en plus de choses. Et puis les limites de quantification aussi nous permettent ça. Mais c'est aussi ça le challenge, c'est de ne pas se tromper, aussi de se tromper de le savoir a posteriori, quoi. Voilà. C'est chouette. Tu as prononcé un mot-clé tout à l'heure que je trouve particulièrement intéressant, écotoxicologie. Quand tu disais justement, parce que c'est ce que tu disais, la pollution, c'est de regarder l'impact de polluants sur l'environnement. Oui. Donc j'ai cru comprendre que tu travaillais en collaboration avec plein d'autres disciplines. Voilà. Alors c'est ça qui est chouette aussi en géosciences, c'est qu'on va travailler avec d'autres disciplines. Alors pour les carottes, ça peut être aussi avec des archéologues. Et nous, on a une connaissance du milieu et de l'état de ce milieu, mais une fois qu'on a dit ça, et alors quoi. Donc on va transférer cette connaissance vers des biologistes qui vont nous dire si possiblement ça impacte un organisme ou une fonction biologique de tel ou tel organisme. Et ça, c'est ce mot clé qui est l'écotoxicologie. On va voir comment, si ces niveaux, ce cocktail de contaminants et ces niveaux peuvent impacter un organisme ou un végétal, ou une fonction dans cette... notamment, on teste les fonctions de croissance, les fonctions de reproduction aussi. Voilà. Et ça, moi, c'est pas je ne peux pas le faire. Mais ce qui est agréable, c'est de dire, cette connaissance qu'on acquiert en géosciences, elle va être utilisée pour aller encore plus loin derrière
pour comprendre l'impact potentiel. D'accord. Et alors, je me moque parce que je suis comme ça, je suis taquine, mais je trouve ça hyper intéressant, la sédimentologie et tous ces trucs-là, vraiment. Et toi, pourquoi, qu'est-ce qui t'a donné envie de travailler spécifiquement sur les sédiments et sur les pollutions? Un concours de circonstances. Et alors, c'était quand, après le bac, j'étais en prépa dans un grand lycée parisien. Et j'étais avant-dernière sur tout. Physique, chimie, bio, maths, tout le temps. Et le jour où on a eu un trimestre, je crois, de géologie. Et là, donc mon prof, il rend les copies dans l'ordre du premier au dernier. Oh, et il regarde et puis il voit mon nom, Grosbois, j'étais 15e. Et il croyait qu'il s'était trompé dans l'organisation des copies, parce qu'il avait tellement l'habitude que je sois la dernière ou l'avant-dernière. Et 15e. Et là, je me suis dit, ah, mais c'est cool ça, c'est vraiment un truc. Et après, ça s'est déroulé tout facilement, j'ai jamais lâché. Les géosciences, je trouve que c'est vraiment... Alors moi, j'ai l'habitude de dire à nos étudiants, c'est la plus belle science du monde, mais... Je ne vais pas te contredire, ouais. C'est la plus belle science du monde. Voilà, je trouve que c'est passionnant, ça nous fait rencontrer des gens à la fois à l'extérieur et puis dans d'autres disciplines. Ça nous permet aussi de voir d'autres contextes. Et puis, on travaille sur le milieu naturel, donc... ouais. Et puis, ça rend humble un peu aussi, parce qu'on manipule des échelles de temps beaucoup trop grandes pour nous. Enfin... Oui. Et puis, on fait un petit pas, et puis... oui, c'est vrai, mais bon, ça, je pense que c'est tout... Oui, c'est vrai. Il y a tellement de choses à découvrir encore. Ouais, c'est trop bien. C'est génial. Merci, je suis très contente de t'avoir ici. Pour une fois, c'est pas moi qui le dis. Merci beaucoup, Cécile. Avec plaisir. Merci à tous. Si jamais vous avez des questions encore, c'est le moment. Et maintenant, je propose en attendant d'aller voir Pierre Gibert, notre dessinateur attitré, qui croque cette journée avec son œil pertinent et impertinent. Pierre, qu'est-ce que tu nous as concocté? Est-ce que ça t'a inspiré cette conférence? Oui, ça m'a inspiré. Donc merci car j'ai eu l'occasion de dessiner des cacas. Et c'est pas souvent. Et comme j'aime bien dessiner des cacas, donc j'ai illustré la pollution visible et invisible avec un tout petit caca, mais très costaud. Voilà un peu l'idée de ce petit dessin. Oh là là, que c'est beau. Oui, parce qu'on n'a pas tellement parlé de ça finalement, pollution visible et invisible. C'était le sujet du truc, on l'a vraiment juste survolé. Mais effectivement, tu me disais que les endroits les plus crados ne sont pas forcément ceux qu'on pense. Bah non, en tout cas, c'est pas parce que c'est pas beau et que ça paraît tout sale avec des décharges à ciel ouvert que c'est ça le pire, en fait, d'un point de vue impact environnemental. Parfois, effectivement, les tout petits cacas sont vraiment très difficiles, très persistants et peuvent générer un enjeu environnemental encore plus prégnant, quoi. Donc c'est d'autant plus important votre travail parce que vous luttez contre une intuition qui peut être fausse de temps en temps et que c'est uniquement grâce à vos travaux qu'on arrive à en avoir le cœur net finalement. Bon, bah, tant mieux alors. Très bien. Merci beaucoup Cécile. Merci.